Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, depuis la COVID-19, dans chaque quartier, nous euh, faisons des entrevues avec les élus concernés. La semaine dernière, c'était les élus de Montréal-Nord. Cette semaine, on parle avec les élus de Rivière-des-Prairies. Le premier élu avec qui on va parler est le député de Rivière-des-Prairies, député de La Fontaine, Marc Tanguay. Bonjour, Monsieur Tanguay, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir à votre émission. Bon, dans un premier temps, Monsieur Tanguay, comment allez-vous comme personne? Ah, mais merci beaucoup. C'est très chaleureux, très gentil. J'apprécie la question. Comment je vais? Je pense que je vais bien. Ma famille n'a pas été touchée directement par la maladie, n'a pas été contaminée. On travaille très, 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 très fort. On est, je crois, très présent, même si ça se fait beaucoup virtuellement, comme vous, présentement. On est capable de se parler. Merci de demander. Je vais bien. Et quand on va bien, quand on est élu, ben justement, faut se retrousser les manches et il faut aider notre population. Mais merci de le demander, ça me fait chaud au cœur. On vous dit merci parce que vous prenez le temps. Je sais que vous êtes en train de gérer des choses dans votre circonscription, mais en même temps, vous prenez le temps pour nous pour faire l'entrevue. Merci à vous aussi. Entrons directement dans le vif du sujet. Donc, Rivière-des-Prairies, comme Montréal-Nord, est vraiment frappé de la COVID. On parle des gens, de personnes atteintes, de personnes à la rigueur décédées. Sur le terrain, vous et les autres élus, la gestion se fait comment? Je sais qu'on a parlé avec Mme Pierre-Antoine une couple de semaines de cela, qui est une élue municipale. Quelle est la coordination entre les élus de Rivière-des-Prairies, M. Tanguay? La coordination se fait beaucoup, évidemment, via le téléphone. Pour vos auditeurs, aux auditrices, nous avons souvent, régulièrement, à toutes les semaines, des rendez-vous fixes entre les élus, mais entre également les administrateurs, notamment du système de santé. Moi, sur le plan technique, on a tous découvert, moi j'ai découvert là, dans les dernières semaines des nouveaux outils de communication, Zoom, Teams, qui font en sorte que sur votre ordinateur, vous pouvez voir sur des écrans séparés 6 personnes en même temps et vous pouvez donc discuter, dialoguer et s'assurer que les efforts sont mis aux bons endroits. Alors, les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, nous communiquons sur une base régulière, en équipe, mais également de façon individuelle. Par exemple, Nathalie Pierre-Antoine, on s'est parlé récemment, on voulait avoir des statistiques, je vous donne cet exemple-là, on voulait avoir des statistiques sur le terrain, Rivière-des-Prairies. Quels sont le nombre de cas, mais quel type de personnes? Quel est l'âge des personnes? Dans quel type de résidence demeurent ces personnes-là? Pour essayer, vous voyez, de comprendre le phénomène et pouvoir dire, ben écoutez, comme élu, on croit que la santé publique pourrait peut-être mettre davantage d'efforts, par exemple, sur le dépistage, sur les tests, sur les enquêtes par la suite. Alors, la manière dont on travaille, par des outils technologiques qui nous rendent, je crois, quand même dans le contexte, somme toute, efficaces, en tout temps, on peut se rejoindre. Monsieur le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, a parlé des anges, les gens de première ligne, à savoir les infirmiers, infirmières, les auxiliaires infirmiers, ainsi que les préposés aux bénéficiaires. Surtout la communauté haïtienne, une communauté présente dans le milieu de la santé. Vous êtes dans l'opposition à Québec, vous n'êtes pas au gouvernement, ça je comprends. À quand le premier ministre François Legault pourrait faire des déclarations de la sorte aussi aux gens des communautés culturelles? Et on dirait que je n'entends pas beaucoup votre collègue consoeur Chantal Rouleau, qui est ministre responsable de Montréal et qui est dans la circonscription voisine de vous. Oui. Écoutez, ça, c'est une réalité, évidemment, avec laquelle le gouvernement, à laquelle le gouvernement doit faire écho. Et là-dessus, je crois que nous avons tous et toutes été bouleversés du texte d'Yves Boisvert de la presse. Je crois que c'est hier
qui s'intitulait « Il s'appelait Marcelin François », effectivement. Qui racontait cette histoire, ce destin, cette tragédie humaine, père de 3 enfants, qui est arrivé ici au Canada et qui, vous savez, rappelons-nous là les images que nous avions des nouveaux arrivants là dans le chemin Roxane Pond. Et tout le discours, je dirais, négatif qui était autour de cela. Et ça, nous avons eu, puis je ne veux pas faire de politique ou de partisanerie, et nous, les libéraux, nous avons eu l'occasion de faire écho à ces réalités humaines-là. Nous sommes au Québec une société confiante, ouverte, accueillante. Nous sommes prêts et nous devons accueillir à bras ouverts celles et ceux qui ont eu moins de chance que nous et qui veulent participer à l'édification de notre pays, de notre Québec. Alors, en ce sens-là, de voir le destin de Marcelin François. Et c'est un nom qui ne devra jamais être oublié. C'est un nom que nous devrons nous rappeler dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pour peut-être, oui, faire comme société québécoise un examen de conscience et se dire, nous, je crois, devons reconnaître davantage. Et ça doit effectivement passer par le discours du premier ministre du Québec, par le discours des ministres, de tous mes collègues députés, pas juste les députés libéraux, faire en sorte de reconnaître l'apport essentiel, la diversité d'une société et sa plus fondamentale richesse. La diversité fait en sorte qu'on peut chacun apporter sa pierre à cet édifice. Et on a pu voir que malheureusement, Marcelin François avait 2 travails, 2 emplois. Il était préposé aux bénéficiaires et malheureusement, à cause de la COVID, est décédé subitement. Et aussi également, regardez à travers la réponse qui a été donnée par l'administration suite au décès, les obsèques et ainsi de suite. Je pense qu'il y a plusieurs questionnements qui doivent être faits et portés. Et nous, comme société, là, comme individu d'ailleurs, il y a toujours place à l'amélioration. Je pense que ça, clairement, c'est une prise de conscience que nous devons tous prendre et être accueillants. Vous savez ce qui est le discours, là, puis vous me permettez, excusez-moi, la réponse est longue, mais c'est des choses qui me passionnent et qui me touchent beaucoup. On parle, vous avez vu les chiffres du taux de chômage au Québec. En effet. Il est de 17%. C'est énorme. Et c'est énorme. Probablement même qu'on vous dit que, selon les statistiques, le Québec, c'est davantage 22-23%, ou à tout le moins 20% selon un papier, encore une fois, dans la presse aujourd'hui. Mais il est déclaré à 17%, taux de chômage. Et là, certains disent, taux de chômage, il faudrait peut-être se re-questionner sur l'immigration. Est-ce que nous ne devrions pas davantage fermer nos frontières lorsque l'on sait que le gouvernement de la CAQ a déjà coupé dans l'immigration? Je pense qu'il faut faire une approche, oui, réfléchie, sensée, poser ces questions, avoir un débat, je pense, sain et démocratique. Et je pense que la solution de dire, le taux de chômage sera excessivement élevé, nous devons nécessairement couper l'immigration, c'est un peu court et c'est faire fi de certaines réalités où de nouveaux arrivants, justement, vont occuper de tels emplois, tels, par exemple, préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Des femmes et des hommes qui disent, moi, j'arrive au Canada, j'arrive au Québec, je veux participer à la société. Comme le fait Marcelin François, et nous devons être accueillants, pas se refermer. Et ça, c'est une chose, puis je conclue, puis vous m'excuserez ma réponse longue, mais moi, c'est des éléments que je vois sur le terrain qui me touchent beaucoup. Nous devrons être une société qui va, oui, accueillir, va faire les bonnes distinctions, va reconnaître l'apport essentiel de ces femmes et ces hommes qui, lorsqu'ils arrivent au Québec, là, ils ont quitté, ils ont fui dans bien des cas, pas tous, mais dans bien des cas, des destins tragiques, et ils sont ici, pas pour se reposer, pas pour se la couler douce, sont ici pour apporter leur pierre à l'édifice. Et ça, nous, je pense que oui, on devrait le mettre, les élus, davantage dans notre discours. Monsieur Tanguay, pensez-vous que Montréal est prêt pour un déconfinement pour le 25 mai? Écoutez, à ce stade-ci, aujourd'hui, non. Déconfinement, non. Est-ce que le 25 mai, écoutez, moi, il y a une chose qui m'a frappé, puis j'ai eu l'occasion de l'exprimer sur Twitter. Je vois, moi, dans la multiplication des reports du déconfinement à Montréal, parce que certaines choses étaient normalement à Montréal dues pour être déconfinées. Je pense que c'était certaines industries le 11 mai. Ça a été repoussé. Par la suite, le 19 mai, ça a été repoussé. Ça, c'était initialement les écoles primaires et les garderies. Deuxième report. Et par la suite, troisième report du 19 mai au 25 mai. Moi, je vois, je conçois
que la multiplication des reports de déconfinement sont le symptôme, sont le signe d'un gouvernement qui veut, de façon trop hâtive, trop rapide, déconfiner et qui se base non pas sur les faits et la science pour ce faire. Donc, lorsque vous repoussez toujours une échéance, vous allez me dire, moi, si je repoussais toujours une échéance, vous me diriez, ben, vous n'êtes pas sérieux. C'est pour cette entrevue, je vous avais repoussé 2, 3, 4 fois, vous auriez dit, M. Tanguay, pas sérieux, franchement. Alors, dans une question aussi fondamentale que le déconfinement, qui aura un impact sur nos vies, parce que nous avons tous et toutes été, et c'est correct, nous avons répondu à l'appel très raisonnable et rationnel lorsque nous avons accepté les consignes de confinement, se laver les mains, la distanciation sociale et ainsi de suite. Là, de se déconfiner de façon trop hâtive pourrait créer une deuxième vague. On le voit, Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, qui est mon comté, qui est La Fontaine au provincial, on voit non pas une diminution, mais une hausse des cas. Alors non, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Est-ce que nous allons être prêts le 25 mai? Écoutez, on nous disait que nous aurions été prêts le 11. Nous aurions été prêts le 19. Aujourd'hui, on nous dit qu'on sera prêts le 25. Je crois qu'il faut prendre le temps d'analyser les faits et la science. Et comment, par où ça passe ça? Ça passe par les tests. Il faut faire du dépistage. Il faut tester massivement la population. Et avec ces données, ces faits, ces données scientifiques. La définition de la science, quelle est-elle? La définition de la science, c'est s'attarder sur les faits, se questionner et en tirer des rapports d'interaction et des conclusions. Alors, basé sur les faits, il faut tester. À l'heure actuelle, on me dit que pour le CIUS de l'Est de Montréal, le CIUS de l'Est de Montréal, c'est Rivière-des-Prairies, c'est Pointe-aux-Trembles, c'est Anjou et c'est Montréal-Est. Sur ce territoire, il y a aujourd'hui une capacité de tester entre 700 et 1000 personnes par jour. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis juste un élu provincial. Mais je considère que c'est nettement insuffisant. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Alors, à votre question, est-ce qu'on est prêt à déconfiner? Sûrement pas au rythme de 700 à 1000 tests par jour pour le CIUS de l'Est de Montréal. Ma réponse est non. Et je pense qu'on devrait davantage, plutôt que de jouer avec des dates et des calendriers qui auront un impact très tangible, je pense que nous devrions mettre nos efforts sur collecter les faits et faire du dépistage massif. Monsieur Tanguay, il y a eu cette semaine une petite prise de bec entre Marguerite Blais, ministre à la CAQ, et l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Bon, on se rappelle que Mme Blais était ministre elle avait les mêmes fonctions dans le gouvernement Charest. Mais qui était responsable des CHSLD? Parce que j'ai cru comprendre le réseau de la santé, il y a le ministre de la Santé et des Services sociaux, il y a le ou la ministre responsable des aînés. En fin de compte, et on a entendu aussi Pauline Marois qui a donné une entrevue, qui a dit tous les gouvernements successifs sont responsables de ce qui se passe. Mais pourquoi qu'on n'a jamais pensé à mettre l'emphase, à mettre de l'argent dans la santé, sachant que le Québec, c'est la deuxième place où est-ce qu'il y a plus de personnes âgées dans le monde après le Japon? Je pense que présentement, le feu est pris dans la grange. Je pense que nous devrons effectivement regarder le passé, les dernières années, les dernières décennies, un peu, je vous dirais, à l'image de notre système de santé. Vous savez, on va pas se leurrer, là. Les urgences, par exemple, ça a toujours été au Québec. On en parlait dans les années 80, les urgences. On a vu un article qui est sorti de mai 1980 où l'on disait beaucoup d'efforts est à faire dans les urgences et Québec s'y attardera. C'est un article d'il y a 40 ans. Alors, de tout temps, ça aura été une préoccupation. Je pense que le Québec est une société qui veut bien faire, une société où, au Canada, nous avons un taux d'imposition, toutes choses étant égales par ailleurs, plus élevé parce que nous voulons redistribuer cette richesse. Une fois que j'ai dit ça, oui, il y aura des post-mortem à faire sur les dernières années, dans les 40 dernières années, mais de façon plus ponctuelle, là, le gouvernement de la CAQ est au pouvoir depuis octobre 2018. La COVID, on a commencé à en entendre parler de façon, oui, diffuse en décembre dernier. Et quel était le niveau de préparation? Nous avons vu que dans les CHSLD,
il y avait un service qui était offert, le service minimum, et semble-t-il adéquat, était offert dans les dernières années. Mais dans un contexte de pandémie, il y a eu bris de service. Parce qu'il y a des employés qui ont eu la COVID, des employés qui ont eu des retraits préventifs et qui ont dû donc quitter. On parle de 11 000 employés qui ont dû quitter le système de santé, dont notamment beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Alors, quel était le niveau de préparation du gouvernement? Nous, ce sera des questions que l'on ne pose pas présentement. Le feu est pris dans la gorge. Alors, mais c'est des questions que nous allons poser. Et à votre question, qui est responsable? Je pense que c'est une responsabilité qui d'abord relève de la ministre Marguerite Blais quant à son approche. Le premier ministre a reconnu que si c'était à refaire, ça c'est tout à son honneur de reconnaître cette erreur-là, il aurait augmenté les salaires des préposés aux bénéficiaires dès son premier budget d'il y a un an, mars 2019. Alors, il y a un niveau de préparation, il y a un niveau de service, et nous devrons faire en sorte de faire ce débat-là, mais clairement, c'est d'abord une responsabilité ministérielle de la ministre des Aînés, et dans un deuxième temps, évidemment, avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, le président du Conseil du Trésor, doivent travailler de pair pour que les gens soient suffisamment rémunérés. Vous savez, nous, on posait des questions cet automne 2019 au gouvernement. Il y avait une enveloppe de 30 millions pour bonifier dans les quelques jours, déjà là, une offre salariale aux préposés bénéficiaires dans le domaine public, semi-public et privé. Et l'enveloppe n'avait pas été donc dépensée. Alors, au-delà de cela, puis moi, je suis pas ici aujourd'hui là pour pointer du doigt, la faute est d'une personne, mais il y a des questions importantes parce qu'il s'agit de nos aînés et il faut bien s'en occuper et ça, c'est majeur. Et je vous dirais, puis je vais conclure, excusez-moi, ma réponse est longue aussi, je vous dirais que sur le plan politique, lorsque l'on me dit des dernières semaines, dans les derniers jours, et que j'entends Marguerite Blais, le premier ministre Legault, nous dire « vous savez, on a un plan de match, ça s'appelle les maisons des aînés. » Savez-vous que la maison des aînés, pour les quelques aînés, il y en aura des centaines d'aînés, mais vous savez que quand je dis quelques, ce sera moins de 6 de la population des aînés qui pourront bénéficier, le cas échéant, dans 3 ans, des places des maisons des aînés. Alors, on ne peut pas aborder ce défi-là en disant la panacée s'appellera Maison des aînés. Ce sera moins de 6 de la population des aînés dans 3 ans qui pourront en bénéficier. Et une fois que j'ai dit ça, je vous parle de l'enveloppe de l'édifice. Qui seront les travailleurs? Qui seront donc les Marcelin François, notamment, qui viendront travailler pour prendre soin de nos aînés? Poser la question, c'est identifier le défi, je crois. Mais M. Tanguay, Marguerite Blais a dit de sa bouche même qu'elle n'avait pas de vrai pouvoir. En fin de compte, qui a le pouvoir à Québec dans ce cas-là? Si la ministre responsable des aînés dit qu'elle n'a pas le vrai pouvoir, c'est-tu le ministre de la Santé? Si le ministre de la Santé dit idem, la même chose, qui a le vrai pouvoir? Comme on dit de par chez nous, il n'y a qu'un seul boss dans la place. C'est-tu juste le premier ministre? Non, je pense que ça doit être un travail d'équipe, mais écoutez, moi, je refuse d'accepter cette réponse-là. J'ai pas entendu, et je vous fais tout à fait confiance, Marguerite Blais dit qu'elle n'avait pas de véritable pouvoir, mais son titre de ministre, elle est responsable des aînés. Elle est tellement responsable et c'est tellement son dossier qu'elle s'est enorgueillie du fait, et grand bien lui fasse, et grand bien fasse évidemment à nos aînés qui l'ont reçu. Elle a visité des dizaines et des dizaines d'aînés de résidences de CHSLD depuis sa nomination comme ministre en octobre 2018. Alors, si vous faites le tour des maisons des CHSLD, vous en visitez des dizaines. Et ça, c'est un point positif de son bilan. Elle est sur le terrain, elle est accueillie, elle est en contact avec les aînés, et elle porte le titre de ministre des aînés, mais que l'on voit qu'une pandémie annoncée depuis décembre à un niveau de non-préparation à ce point-là, oui, elle peut bien dire, c'est pas moi qui ai le chapeau du Conseil du Trésor, puis c'est pas moi qui négocie, c'est pas moi qui est ministre de la Santé, c'est pas moi qui va signer le cas échéant une entente, projet ratio pour avoir un maximum de patients par infirmière. Oui, elle peut dire, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi. Mais écoutez, à la fin de la journée, oui, ça c'est pas à vous, ça c'est pas à vous formellement. Vous faites partie d'une équipe, vous faites partie d'un gouvernement. Vous visitez les CHSLD par dizaines et dizaines et vous dites que vous êtes fiers de cela à raison de ces visites-là, mais qu'en bout de piste, vous, au-delà du fait que vous avez le titre responsable des aînés, vous ne pouvez pas dire c'est un peu court, c'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité. Elle doit répondre de cela. Elle doit répondre de cela. En tout cas, et plus que jamais,
c'est le temps de soutenir nos commerçants locaux. Achetons localement. Comment que vous allez inviter les commerçants de Rivière-des-Prairies à partager les produits et services qu'ils offrent? Oui, alors, très bon point. Nous essayons là, au maximum de nos efforts et de nos moyens, justement, d'éveiller la population à l'importance d'acheter localement. Je pense aussi que par définition, les gens auront le réflexe d'acheter davantage localement, vu que la circulation d'une région à l'autre a beaucoup diminué. Mais quand on dit acheter localement, des fois, c'est les choix que nous faisons. Vous savez, quand on va à l'épicerie et qu'on voit un produit du Québec, même s'il n'est pas de Rivière-des-Prairies, s'il est de Québec, ça fait l'affaire, c'est acheter localement. Mais que vous voyez un produit qui est étiqueté provenant du Québec et un autre produit qui est étiqueté provenant de la Californie, je pense que faire le choix de dire, je vais prendre le produit du Québec, c'est comme voter à une élection. C'est voter localement, c'est donner un pouvoir localement à notre économie. Et l'on se rend compte dans ce contexte de pandémie. Puis rappelez-vous le contexte que l'on a évacué, mais qui reviendra très rapidement dans le débat social de l'environnement. Acheter localement pour nos entreprises, pour nos emplois, c'est encourager notre voisin, puis c'est faire en sorte que collectivement, on va pouvoir créer une richesse. Alors nous, comment on peut faire ça comme élus? C'est de toujours avoir ce discours-là. Dans tous les gestes que l'on pose, lorsque nous légiférons à Québec, ayons le réflexe achat local. Dans les lois que nous votons, pouvons-nous faire en sorte d'avoir des incitatifs, ne serait-ce que des incitatifs fiscaux, ne serait-ce que des incitatifs d'entreprises locales, de garder nos sièges sociaux ici au Québec. Alors, comme législateur, il faut avoir ce réflexe-là. Comme acteur local, moi, dans Rivière-des-Prairies, bon, à petite échelle, nous avons fait une page Facebook pour et invitant les commerçants de Rivière-des-Prairies à aller s'y inscrire, les restaurateurs, les fabricants de meubles, d'aller s'inscrire sur le site et donc de se faire connaître, de les faire connaître. Alors, ce sera un effort. Et est-ce que collectivement, on peut faire plus? Je crois que oui. Et il faut porter ce discours-là et trouver des moyens tangibles et des incitatifs pour que le consommateur aussi, parce que c'est bien beau de dire, on a beau dire, faut acheter local, mais il faut que le consommateur y trouve son compte. Alors, comment on peut faire en sorte que le consommateur y trouve son compte? C'est la tâche à laquelle nous serons plus que jamais, je crois, invités. Monsieur Tanguay, il reste une minute. En une minute, j'ai posé cette même question à Madame Paul Robitaille, députée de Montréal-Nord. Je vais vous la poser, cette question-là aussi. Est-ce que vous allez vous arranger? Est-ce que vous allez prendre l'engagement d'amener le premier ministre à Rivière-des-Prairies, Madame McCann, ainsi que, j'aimerais savoir, Chantal Rouleau, bon, on sait que cette semaine, on l'a vu à Montréal-Nord, ainsi que Simon Jolin-Barrette. Est-ce que vous allez les amener à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies, pour qu'ils viennent sur le terrain, voir la réalité, ce qui se passe sur le terrain de Rivière-des-Prairies? En 45 secondes, monsieur Tanguay. Tout à fait. Tout à fait. C'est une invitation, évidemment, parce quand on est à Québec, lorsque l'on parle, lorsqu'on fait des discours, lorsque nous discutons de projets de loi, on parle toujours de la réalité du comté que nous représentons. Alors moi, les Prairievoises, je porte leur voix forte à Québec et très clairement, c'est une invitation que je penserai à nos élus, ministres et premiers ministres. Et pourquoi c'est important pour conclure là-dessus? Parce que depuis que je suis élu, depuis 2012, j'ai une règle d'or. La pertinence naît de la proximité. La pertinence découle de la proximité. Vous ne serez jamais pertinent comme élu si vous n'êtes pas proche du monde, si vous ne faites pas corps avec la population et si vous ne connaissez pas leur réalité. Alors, je les inviterai très certainement, oui, à joindre à moi et à marcher les rues de Rivière pour voir quelle est la réalité. Et comme ça, ils seront plus pertinents dans leurs décisions. Vous allez connaître mon nom par cœur parce que sinon, je vais vraiment valider, vérifier pour voir si ça se fait, M. Tanguay. Non, mais regarde, j'ai dit la même chose à Mme Robitaille, puis si c'est pas fait, soyez-en sûrs, vous allez vraiment connaître mon nom par cœur. On va les inviter, l'invitation sera lancée très certainement. Merci beaucoup, M. Tanguay. Portez-vous bien, merci de m'avoir accueilli. C'était Marc Tanguay, député de Rivière-des-Prairies pour le Parti libéral du Québec.
Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Maurice-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Bombardier à Saint-Léonard, mégameuble.com. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, depuis la COVID-19,